Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Florence Pain, responsable de la santé au laboratoire Expanscience, qui dévoile les résultats de leur observatoire âge et société, les clichés et les injonctions. On la vit dure, vous verrez. Dans notre débat, on parlera des émissions de gaz à effet de serre importé, c'est un peu l'angle mort du bilan carbone des pays les plus riches de la planète. Et puis, dans notre rubrique Start-up, on va découvrir ensemble Virtuoso et ses filtres d'eau pluviale pour réduire la pollution avant les rejets en rivière et en mer. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer, c'est parti. L'invité de Smart Impact, c'est Florence Pain. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes responsable de la santé au laboratoire Expanscience qui publie son observatoire âge et société, enquête BVA X-Site sur le regard que nous portons collectivement sur l'âge. On va commencer par un contexte et un constat général, les clichés, les injonctions, la vie dure, on peut dire ça? Alors les injonctions sont bien présentes et oui, elles fragilisent notre société aujourd'hui en France. C'est ce qu'on a pu constater dans l'observatoire qu'on a mené avec X-Site BVA. Alors les injonctions, elles sont nombreuses et on peut dire que si on regarde globalement, alors on a interviewé 2000 Françaises et Français dès l'âge de 18 ans parce que finalement quand on va regarder l'âge et la société, on ne va pas qu'interroger les personnes âgées. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que 69% des Français aujourd'hui ont déjà rencontré des injonctions liées à l'âge et c'est 76% des plus de 45 ans qui ont rencontré ces injonctions-là. Donc c'est extrêmement fort et ça pèse sur la société. Alors des injonctions, il y en a plein. Oui, quelques exemples d'injonctions. Alors les premières injonctions, malheureusement, 83% des injonctions qui vont peser sur la crainte des Français de vieillir, ce sont des injonctions d'ordre physique. Alors souvent on vous parle de vos petits cheveux blancs que vous cherchez à cacher, d'une calvitie naissante, d'une prise de poids qui se fait de plus en plus quand on va arriver vers l'âge dangereux, fatidique des 50 ans. Donc là, c'est des premières injonctions qui sont extrêmement fortes. On le voit aujourd'hui, on dit très souvent à partir d'un certain âge, on ne peut plus s'habiller de la même façon qu'avant. C'est assez lourd à avoir. Après, on va... Effectivement, ce qu'on peut plus faire, c'est-à-dire ça peut être par exemple se lancer un défi sportif ou une activité, etc. Ça fait partie des injonctions. Ça fait partie des injonctions aussi, cette diminution de nos capacités physiques. On ne joue plus au foot à 50 ans comme on le faisait à 20 ans parce qu'on peut avoir un petit claquage qui va se déclarer. Ça peut arriver, le claquage. Et après, il y a aussi beaucoup de choses autour de perdre ses capacités, être un peu moins dans la société. Donc là, on va passer au deuxième type d'injonctions qui sont des injonctions plutôt d'ordre social, d'ordre, on va dire, perte de sens dans la société, perte de sa place, perte de son utilité, cette crainte d'être mis un petit peu de côté. Typiquement, aujourd'hui, quand on va vouloir changer de job, par exemple, à 50 ans, on va se dire, j'arrive quand même dans une zone un petit peu dangereuse, parce que ça va être un peu plus difficile, je vais être moins employable, je vais me retrouver un peu isolée. À côté de ça, on a d'autres sujets un peu sociétaux aussi dans les injonctions qui sont de l'ordre du pouvoir d'achat. On se retrouve à 50-60 ans dans une période où on va sortir en fait de son employabilité. Le pouvoir d'achat va être un véritable sujet dans les injonctions. Pourquoi ? Parce que globalement, on a encore des enfants qui se cherchent, nos jeunes aujourd'hui se cherchent, et dans le vieillissement de la population, on a des personnes âgées qui vont vivre de plus en plus longtemps. Heureusement, fort heureusement, en meilleure santé, mais avec une certaine dépendance. Donc on arrive dans le vieillissement... double charge. La double charge, l'effet sandwich qu'on aime bien parler, et donc que les Français ressentent énormément, qui vont créer une crainte très forte autour du pouvoir d'achat, d'un moindre confort et d'une inquiétude constante sur les années qui viendront derrière. Donc c'est ça les principales injonctions qu'on a pu constater, et des injonctions qu'on va trouver aussi bien chez les hommes que chez les femmes, mais de manière un peu différenciée. Oui, on va rentrer évidemment dans le détail. C'est la première fois que vous créez cet observatoire âge et société. Pourquoi l'avez-vous lancé et quel est l'objectif? Parce que j'imagine que l'idée, c'est de pouvoir suivre notre évolution sur plusieurs années. Alors, pourquoi les laboratoires Expanscience ont lancé cet observatoire? Les laboratoires Expanscience, vous connaissez peut-être la marque Mustela. C'est une marque qui cherche à améliorer le bien-être des individus partout sur la planète et spécialement en France. Mais il y a aussi une autre activité qui est la rhumatologie. Et du coup, c'est dans ce cadre en fait, de la rhumatologie qu'on veut accompagner en fait, le bien vieillir. On est une société à mission, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas uniquement à avoir un impact financier dans notre business model, on cherche à faire pivoter et avoir un impact sur la société. Et de ce fait,
fait, comprendre en fait les mécanismes du vieillissement, quel est le poids que la société a et quels sont le poids de ces injonctions par rapport à cette crainte de vieillir, il était essentiel pour nous pour être en capacité, en fait, dans la manière dont on va porter nos messages autour du bien vieillir, notamment nos messages santé. C'était essentiel de bien comprendre, en fait, dans quel cadre on se mettait et quelles étaient finalement les injonctions de la société pour pouvoir les lever les tabous et aller chercher, en fait, la meilleure partie, en fait, de notre expertise pour contribuer à un projet un peu plus grand. Alors, vous avez donné l'un de ces chiffres, je vais le redonner, qui concerne les Français de plus de 45 ans. 76% des Français de plus de 45 ans ont déjà entendu des injonctions liées à l'âge. Alors déjà 45 ans, je trouve ça très très jeune du haut de mes 58. On est bien d'accord. On est bien d'accord, Thomas, c'est très jeune. C'est très jeune pour commencer à entendre des injonctions liées à l'âge. Qu'est-ce que ça provoque? Vous avez commencé à répondre, mais est-ce que on est nombreux, ils sont nombreux à renoncer? Parce qu'il y a les injonctions et il y a l'effet des injonctions. Renoncer à un projet, renoncer à une activité à cause de l'âge ou à cause de ce que les autres disent de notre âge. Alors vous avez bien raison. Il y a un effet en fait à ces injonctions. Le premier effet, c'est la crainte. 70% des Français vont avoir peur de vieillir suite à ces injonctions. Mais le pire, c'est le changement de comportement. À peu près un Français sur deux va changer et renoncer à quelque chose. Je vais renoncer à sortir avec mes amis un peu trop tard. Je vais renoncer potentiellement à une activité sportive parce que, bon, je ne peux plus jouer comme je jouais avant. Je vais renoncer, surtout pour les femmes, à m'habiller d'une certaine façon. Donc, il y a un acte et une société qui pèse, en fait, sur les comportements des Français de manière assez lourde. Et alors, la peur de vieillir, là aussi, elle commence, mais très, très, très jeune, puisque ce chiffre, moi, vraiment m'a frappé. 64% des 18-24 ans, c'est l'âge de l'insouciance. Hein. Normalement, Normalement, voire de l'inconscience. On se dit souvent qu'on a pris des risques qu'on n'aurait pas dû prendre à cet âge-là, ont déjà peur de vieillir. Alors, ça, c'est le constat global. Est-ce qu'il est également partagé entre les hommes et les femmes, ou est-ce que ça frappe encore plus les jeunes femmes ? Alors, globalement, l'anxiété, elle est globale. Ça touche autant les hommes que les femmes, mais ça va les toucher assez différemment. Si je vous donne un élément de comparaison, les femmes ont peur de vieillir à 68%, versus seulement 54% pour les hommes. Alors ça reste une grosse majorité, c'est tendanciel, mais la vraie différence qu'on va avoir entre les hommes et les femmes, c'est que dès le plus jeune âge, les femmes vont avoir cette angoisse. Les 68% dont je vous parle, c'est 68% des 18-35 ans, quand je vous parle des femmes, c'est 65% des plus de 65 ans. Donc on est toujours dans une pression continue. Chez les hommes, cette pression, elle va avoir des pics. Un pic qui va plutôt arriver un peu plus tard, aux alentours de la tranche fatidique des 45-60 ans. Donc on a une différence en fait sur les phases en fait d'angoisse. Si je reviens sur un point qui est intéressant sur cette peur de vieillir quand on est très jeune sur les femmes, c'est lié à une chose assez essentielle, c'est quand on regarde les types d'injonctions qui vont toucher les genres, elles vont être très différentes, et que ce qui va plus générer de l'anxiété chez les femmes, malheureusement, et c'est un peu une douleur sourde pour les femmes, ce sont des critères d'ordre physique. Une femme va avoir peur de vieillir à 41% à partir de 35 ans. Sur des critères d'ordre physique, elle va avoir peur de perdre de sa désirabilité. Elle va avoir un regard sur elle où son vieillissement va être vraiment lié à des critères d'ordre physique, d'être plus ridée, d'avoir un peu plus de poids. Donc les injonctions globales dont je parlais tout à l'heure, elles touchent particulièrement les femmes. Si on regarde du côté masculin, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également des critères physiques, mais le côté plus critique du côté de l'homme est plutôt de l'ordre de ça impacte ma place dans la société, ma performance. On est plutôt dans un impact et une angoisse qui va grandir sur les 50-65 ans, sur un âge sur lequel votre place dans votre entreprise, votre boulot, vous allez avoir moins d'impact, moins de performance. Et c'est à ce moment-là aussi que du côté de la performance physique, ou le fait de pouvoir sortir avec des potes, les hommes sont plus impactés. Sur le physique, justement, il y a quand même une part de responsabilité des marques de cosmétiques, de produits de beauté, de produits anti-âge, j'en passe, et des meilleurs dans cette injonction collective. Alors, ce qui est sûr, on a une notion de représentation. Quand on regarde dans la sphère de la cosmétique, on a vraiment une représentation de l'anti-ride, l'anti-âge, qui est très présent. Alors, la tendance, fort heureusement, est en train de bouger. L'enjeu, c'est effectivement de ne pas recréer, en fait, ces stéréotypes que beaucoup d'industries peuvent créer autour de la femme qui ne vieillit pas, de cette éternelle jeunesse, même si on voit aujourd'hui des représentations de femmes qui sont
certes un peu plus ridé qu'avant, mais on est quand même sur des archétypes très définis d'une plastique et d'un physique très existant. Mais dans les produits des laboratoires Expansion, alors vous nous l'avez dit, c'est une entreprise, société à mission, entreprise française, labellisée Bicorp. Je ne sais pas s'il y a certains de ces produits anti-âge, mais est-ce que vous choisissez des mannequins plus âgés, par exemple? C'est quoi la logique de communication? Alors, si on repart de l'observatoire... Pour ne pas participer à cette injonction généralisée? Bien sûr, l'idée c'est de ne pas participer, l'idée c'est de lutter contre et de lever les tabous. Donc, les laboratoires Expansion, on est vraiment dans un domaine de santé, donc on n'est pas dans de la cosmétique pure et dure. On est vraiment dans des produits de santé qui visent à améliorer la mobilité, améliorer l'agilité mentale. On est sur une approche très holistique du vieillissement. On veut le faire le plus tôt possible, puisqu'on voit qu'à dès 45 ans, on commence à avoir des injonctions. Et oui, c'est de notre responsabilité de visualiser et de porter à un moment donné tous les visages possibles de l'âge. Il n'y a pas un seul visage de l'âge. Et l'enjeu par rapport à ces injonctions sur un modèle, c'est justement de montrer, de libérer la parole et de montrer de manière positive plein de représentations différentes. C'est une responsabilité des entreprises au sens global d'accompagner en fait des modèles de vieillissement qui soient plus inclusifs et qui acceptent et qui accueillent toute cette différence qui est nécessaire à notre société dans les temps qui courent. Merci beaucoup Florence Pain et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre débat, les émissions de gaz à effet de serre importées. C'est le débat de Smart Impact. On parle des émissions de gaz à effet de serre importées avec Richard Baron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur du programme sur le commerce à la Fondation européenne pour le climat. Et César Dugaz, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, responsable du pôle débat public à Carbone 4. Question de présentation pour démarrer, la Fondation européenne pour le climat. Qui soutenez-vous? Quel objectif? Alors, c'est une fondation philanthropique. On soutient des think tanks, des organisations non gouvernementales pour avancer les solutions sur le climat en Europe. Et Carbone 4, cabinet de conseil spécialisé? Cabinet de conseil, exactement, spécialisé sur les questions de transition écologique et de climat plus particulièrement. Nous, notre rôle, c'est d'accompagner le secteur privé essentiellement dans leur décarbonation, mais également de mener des analyses à la manière un petit peu d'un think tank sur des sujets qui nous semblent importants de creuser. Et justement, c'est ce qui vous réunit, une analyse commune, un rapport sur les émissions liées au commerce international. On va commencer par le constat. Le constat, c'est un constat d'augmentation de ces émissions de gaz à effet de serre? C'est un constat d'un poids effectivement croissant. Ça représente donc ces émissions importées, dont César pourra peut-être vous donner la définition. Ça représente à peu près un quart des émissions globales. C'est-à-dire que dans ce qu'on consomme, il y a une partie qui est importée et la somme des émissions qui ont été produites au moment de la production de ces importations représente à peu près un quart des émissions mondiales. Et en fait, c'est même une part plus importante que la part du commerce dans le PIB. D'accord. Donc c'est un levier évidemment d'action aussi important que ce chiffre que vous venez de nous donner. De quoi il s'agit? Émissions de gaz à effet de serre, je comprends ce que ça veut dire, mais c'est intéressant de le détailler. Oui, alors, émissions de gaz à effet de serre, bon, on sait que c'est justement ce qui réchauffe la planète, et on est souvent, on est assez habitué en fait à une notion qui s'appelle les émissions territoriales, c'est-à-dire quand on dit la France augmente ses émissions ou réduit ses émissions, on parle généralement de ce qui se passe à l'intérieur du territoire français. Donc on voit en fait la France comme un pays générateur de gaz à effet de serre. Et cette vision-là, ces chiffres sont plutôt en baisse. Ils sont plutôt en baisse. Global de la France. Exactement. Et notamment dans les dernières années à cause de facteurs conjoncturels, notamment le coût de l'énergie, la guerre en Ukraine, etc. Et aussi des facteurs conjoncturels, structurels de décarbonation de fond qui est engagé. Donc cette vision-là territoriale, elle est importante, parce que c'est ce qui nous permet de piloter cette baisse d'émissions, mais elle est incomplète. Puisqu'en fait, si on ne regarde pas ce qu'on importe, eh ben on rate, on loupe toute une grande partie du problème. Par exemple, quand on importe des smartphones pour les consommer, eh ben, c'est pas en France qu'on les produit, donc on a bien généré quelque part dans le monde des émissions. Et ces émissions importées, c'est exactement cet indicateur-là qui permet de suivre tout ce qu'on va contribuer à produire comme émissions de gaz à effet de serre à l'extérieur de notre pays à cause de notre consommation intérieure. Oui, mais alors la France et l'Europe exportent aussi des produits, donc on pourrait dire que ça s'équilibre, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors symétriquement, il existe aussi une autre notion qui sont les émissions exportées. Et là, effectivement, l'Europe exporte aussi beaucoup d'émissions parce qu'on produit pour d'autres, notamment les États-Unis, la Chine et d'autres pays. Donc effectivement, on a cette double vision. Et ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'empreinte carbone, on parle beaucoup de l'empreinte carbone de la France. En fait, c'est un mélange de tous ces concepts. On prend les émissions territoriales de la France, on y ajoute les émissions importées,
et on soustrait les émissions exportées. Ce qui donne en gros une vision de ce que les Français, en tant que consommateurs, émettent sur toute la planète via leur consommation. Ouais, et l'Union européenne, si on fait le bilan, importe 2,5 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'elle n'en exporte. Richard Baron, les pays, si on prend les pays du G20, je crois que c'est 80% des émissions importées. Alors si on commence à rentrer dans la question des solutions, quelles actions ces pays, qui sont les plus riches de la planète, mènent ou pourraient mener ? Alors, si on démarre avec l'Europe, il y a des solutions qui ont trait à réduire l'intensité carbone de nos importations. On a mis en place, ça va rentrer en vigueur dans quelques mois, un ajustement de taxe aux frontières qui consiste à taxer le contenu carbone de certains produits uniquement, donc c'est l'acier, l'aluminium, les engrais, l'électricité et j'en oublie un. Le ciment. Et on fait ça parce que on taxe très fortement ces produits et donc on veut éviter de donner un avantage compétitif déraisonnable en fait au reste du monde. Une autre mesure qu'on a prise dans ce sens, c'est la directive sur la déforestation. Et là, il s'agit en fait d'interdire les importations de produits agricoles qui sont issus de la déforestation. Mais en donnant un signal aux pays qui disent à partir de telle date, on refusera en fait d'importer des produits qui ont donné lieu à la déforestation parce que le contenu carbone de ces produits sont beaucoup trop élevés. D'autres exemples qu'on a mis en place en France en particulier, c'est l'EcoScore qui a consisté à mesurer le contenu en carbone des véhicules électriques pour savoir lesquels étaient éligibles au bonus écologique. Et donc on regarde le contenu en carbone de l'acier de la voiture, de l'aluminium de la voiture, du plastique de la voiture, des batteries. Et puis on regarde aussi le contenu en carbone du transport qui a amené cette voiture jusqu'à chez nous, jusqu'à notre marché. Et donc ça a mené en fait assez rapidement à exclure les véhicules chinois de l'éco-score, enfin du bonus écologique, parce qu'en effet leur contenu en carbone de tous ces produits est très très élevé. Donc ça veut dire que acheter des véhicules électriques avec une très forte empreinte carbone perd de son sens par rapport à l'objectif. Ouais. Voilà. Je vous posais la même question. Est-ce que c'est du protectionnisme intelligent ? Alors c'est pas du protectionnisme dans le sens où ça évite de faire en sorte que nos politiques de lutte contre le changement climatique soient complètement compensées par un déplacement des émissions ailleurs. C'est ce qu'on appelle les fuites de carbone. Ça a été une préoccupation dès le début de l'action climatique avec la Convention de Rio et puis le protocole de Kyoto. Dès qu'on a commencé à dire certains vont réduire, d'autres pas, les industriels ont dit on va évidemment voir une délocalisation à plus ou moins long terme. Et les pays les moins développés ou les moins riches disent vous êtes bien gentils mais vous nous laissez la pollution et vous récupérez les produits. Tout à fait. Donc ça c'est légitime comme contradiction. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de sensibiliser les pays en leur disant en fait nos importations sont vos émissions. Et comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, non pas pour faire du protectionnisme, mais pour vous engager, vous, à réduire ces émissions. Parce que sinon, si de plus on apportera vos produits parce qu'ils seront compétitifs par rapport à leur empreinte carbone, plus vous aurez un souci d'émissions de votre côté. Même question. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein, c'est le vrai sujet, l'un des grands sujets en tout cas, c'est d'essayer d'éviter les fuites de carbone. C'est-à-dire, il y a des pays mieux disants environnementalement qui du coup vont avoir un coût de production élevé et qui du coup seront moins compétitifs à l'échelle internationale, et ce qui permettra à des pays moins disants environnementalement de prendre plus de parts de marché et donc d'augmenter leur production, ce qui fait qu'à la fin, dans le meilleur des cas, on a les gains qu'on a quelque part qui sont contrebalancés par les gains, les pertes ailleurs et les augmentations ailleurs. Dans le pire des cas, on a même une augmentation globale des émissions. Donc ça, il faut vraiment le voir. Et ce que dit Richard est tout à fait vrai. C'est-à-dire que si on commence à se dire qu'on est codépendant l'un et l'autre entre pays, ça peut faire avancer les choses. L'une des solutions possibles, c'est aussi, à l'échelle française, européenne par exemple, de se doter d'objectifs de réduction de nos émissions importées. En fait, aujourd'hui, on a la stratégie nationale bas carbone en France, qui est une énorme avancée, qui donne la feuille de route de la décarbonation de la France, mais c'est sur les émissions territoriales. Et on a des objectifs très ambitieux de neutralité carbone à l'échelle française 2050, mais il n'y a pas de feuille de route pour les émissions importées. Pas de feuille de route, pas d'objectif sur les émissions importées. Donc, c'est vrai en France, c'est vrai en Europe aussi ? Oui. C'est la même chose. On les mesure, il y a un ensemble de pays qui les publient dans leur contribution nationale, mais sans objectif de réduction, qui disent juste c'est un point sensible parce qu'il est croissant. Et donc, évidemment, ce serait un levier efficace.
C'est savoir, se donner un objectif, ça permet à tout le monde d'ensuite faire le bilan, demander des comptes à ce qu'on a élu. C'est le fameux triptyque, mesurer, se fixer un objectif et agir. Mesurer, comment est-ce qu'on fait pour mieux mesurer? On peut harmoniser les méthodes. Tout le monde a dans son coin sa méthode pour calculer ses émissions importées. Ce qui est intéressant, c'est de regarder une éventualité de tout harmoniser. Fixer un objectif, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Comme ça donne un cap clair à tout le monde. Et agir, c'est un petit peu les solutions que Richard, tu donnais tout à l'heure sur la coopération et d'éventuelles mesures bilatérales ou unilatérales. Sauf que avec un Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, on est plutôt dans le redémarrage d'une guerre douanière que dans une gouvernance mondiale pour calculer nos émissions de gaz à effet de serre importées et les harmoniser. Ça nous inquiète, ça vous inquiète ? Oui, c'est inquiétant, mais je pense que ça va aussi mettre l'accent sur cette dimension-là, parce que les États-Unis, en même temps qu'ils se lancent dans cette guerre commerciale, ont décidé de sortir de l'accord de Paris. Donc, on est tout à fait légitime à mesurer de manière beaucoup plus précise le contenu en carbone des importations qui viendraient des États-Unis, où il n'existe pas de prix au carbone sur les biens dont je parlais auparavant, et donc avec un souci de compétition un petit peu déloyale. Donc, le mécanisme d'ajustement de taxes aux frontières va s'appliquer aux États-Unis comme à tous les autres pays du monde. Mais si on commence à dire qu'il faut importer plus de gaz naturel liquéfié des États-Unis, dont l'empreinte carbone via les fuites de méthane est terrible et en fait rend le gaz moins performant environnementalement que le charbon, et il y a là quelque chose qu'il va falloir qu'on regarde de beaucoup plus près. Oui, or c'est l'un des éléments que Donald Trump met dans la balance quand il dit je vais voir à quel niveau de droits de douane je vais assaisonner l'Europe, si j'ose dire. Tout à fait. Et je trouve qu'on a été un peu rapide dans la réponse qui consistait à dire oui, on va peut-être essayer de gérer ceci en s'engageant à acheter plus de gaz américain. Et alors, derrière ça, il y a la question du continent mieux-disant, César Dugast. Est-ce que, parce qu'on voit aussi que le nouveau Parlement européen, moins de députés, d'eurodéputés écologistes, plus d'eurodéputés nationalistes populistes, enfin, il y a un mouvement, un backlash, un mouvement de retour en arrière sur les ambitions du Green Deal. Est-ce que l'Europe doit continuer d'être ambitieuse et est-ce que ça peut être un avantage concurrentiel? C'est ça la question. Évidemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vu avec les récentes actualités internationales qu'on est plus que jamais livré à nous-mêmes. On doit se défendre, on doit aussi s'organiser une contre-attaque, une riposte et quelque chose de constructif. Ce qui est de très très fort, c'est qu'on a un très grand marché en Europe. On a de très beaux produits. On peut avoir des marges de manœuvre très fortes en fait dans la manière d'interagir avec nos partenaires commerciaux. Et il y a un enjeu qui me semble fondamental, c'est l'enjeu de la souveraineté. C'est-à-dire que cette question climatique, elle est indissociable de la question de la dépendance. On a aujourd'hui en Europe, on est extrêmement dépendant d'énormément de produits américains, chinois, etc., qui sont déterminants dans le bon fonctionnement de nos économies. La question serait de savoir de quoi exactement on est dépendant et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éventuellement relocaliser des choses ou se rendre davantage souverain dans certaines productions. Et l'Europe, aujourd'hui, plus que jamais, a un rôle potentiel de leader sur ces questions de souveraineté et de climat. Merci beaucoup. Malheureusement, le débat est déjà terminé. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Romain Garcin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Virtuoso, créé en 2020. C'était quoi votre idée de départ? Racontez-moi. L'idée de départ, c'est à force d'entendre tous les médias qui parlaient d'une pollution massive dans les mers et les océans, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour stopper ça. Et donc ça a été de chercher la problématique, d'où ça venait. On a compris que ça venait du réseau pluvial. Et ensuite, donc, c'est de se dire quelle action on peut mettre en œuvre pour stopper ça. Alors, on va démarrer du constat avant votre solution. Il y a un gros orage, qu'est-ce qui se passe en fait? Les pluies viennent lessiver les surfaces étanchéifiées. Oui. Et ces surfaces étanchéifiées qui sont pleines de particules polluantes, parce que les émissions de particules de pneus, d'usure, de freins, d'hydrocarbures, de mégots qui sont jetés soit volontairement... De déchets en tout genre, quoi. Exactement. Ouais. Et en fait, tout ça vient lessiver, laver la surface et pénétrer. Donc souvent, on appelle ça les bouches d'égout, mais c'est des avaloirs. L'eau pénètre dans le réseau pluvial et finit dans le milieu naturel sans être filtrée. Donc rivière, puis océan. Exactement. Voilà, ça c'est l'enchaînement. Qu'est-ce que vous avez, parce qu'il y a l'idée, puis ensuite il y a la mise en œuvre, qu'est-ce que vous avez imaginé, inventé? Alors on a imaginé filtrer à la sortie du réseau pour se dire que c'est le plus facile et le plus fonctionnel. Et on s'est aperçu en fait que c'était une solution qui fonctionnait déjà, mais qui était peu performante, parce qu'il y avait beaucoup de flux, beaucoup de débit.
et beaucoup de matière à stopper. Donc on venait colmater, ça passait en surverse, et en fait ce qu'on montre, on va dire la plupart du temps, c'est ce qu'on a capté comme matière, mais on ne parle pas de ce qui est passé à côté. Donc nous, on a voulu aller plus loin dans la recherche, et c'est de se dire comment, stratégiquement, on peut être le plus performant possible pour avoir un réel impact, justement, sur la biodiversité. Et on s'est dit, il faut filtrer au niveau des avaloirs. Donc par exemple, une ville comme Cannes, qui a à peu près 9500 avaloirs, on vient démultiplier les points de collecte, et donc avoir des volumes plus important de stockage, des surfaces de filtration, et là on peut faire un travail plus précis avec des tournées d'entretien aussi assez faciles. Donc c'est quoi ça remplace les bouches d'égout, moi je vais dire bouches d'égout. Alors ça ne remplace pas, mais ça vient s'apposer dessous. D'accord, ok. C'est un système, alors là je vais vous parler du tout nouveau système, puisqu'on vient de faire le brevet, finir le brevet il y a 2 jours. Donc il y a un dégrilleur, un panier qui vient collecter le gros de la matière, et dessous on a une chambre de décantation qui est posé sur un drain avec une espèce de siphon. Et donc l'ensemble de ces caractéristiques permet de venir capter les particules fines avec les métaux lourds et plein de polluants, les gros déchets donc, et les hydrocarbures aussi, toutes les matières qui flottent. Donc on est la solution aujourd'hui sur le marché la plus efficace. Et alors ces déchets, ça permet de les remettre dans le circuit du recyclage ? On les amène directement à la mer, hein. Non, je plaisante. Effectivement, le but, c'est de les récupérer et de les amener dans des centres de valorisation performants pour extraire le maximum de matière. Donc, ça va aller sur une chaîne où il y a par exemple des aimants qui vont extraire les canettes, donc les métaux, des souffleries pour les papiers volatiles, des trommelles pour enlever le gravier, l'usure, le goudron, donc tout ça. Combien de villes, parce que vos clients sont les municipalités, tout à fait. Évidemment. D'ailleurs, ça représente quel marché ? Il y a combien d'avaloirs, de bouches d'égout en France ? On a du mal à... Ah oui, c'est des millions, oui, tout à fait. C'est énorme. Le marché est énorme. Et aujourd'hui, on a à peu près... donc, on avait fait que des phases tests, et ça y est, on passe sur les premiers chantiers. On avait posé que quelques avaloirs sur une dizaine de villes en phase test pour bien comprendre le fonctionnement. Et là, on passe, ça y est, sur des gros chantiers où, justement, on va équiper l'entièreté de la réalisation des travaux, donc sur une trentaine d'avaloirs à chaque phase de chantier. Donc, on avance vraiment, là. Dans quelle ville ? Dans quelle ville ? Alors surtout Lille et Paris, où il y a beaucoup de demandes de ce secteur-là. Et malheureusement, moi qui suis du sud de la France, j'ai le regret de constater qu'il n'y a pas la même dynamique. Donc vous lancez le message aux municipalités du sud de la France. Ça représente un gros investissement pour une ville ? Non, c'est rien du tout. Par exemple, là, Marly-le-Roi, il y a des travaux prévus sur 3 millions d'euros pour refaire 2 portions de route. On a à peu près 25 avaloirs. Donc on est autour des 30 à 40 000 euros. Donc en fait, c'est dérisoire, c'est une goutte d'eau. Et, voilà. Mais il faut profiter de travaux qui sont faits par ailleurs, ou on peut venir installer votre système dans n'importe quel avaloir ? Alors aujourd'hui, les collectivités ont plus de facilité à la poser quand ils font des travaux neufs. D'accord. Voilà, puisqu'il y a moins de contraintes et plus facile. Par contre, aujourd'hui, on déploie une offre justement de rénovation qu'on va mettre en place justement avec différents organismes pour avoir des financements et aider les collectivités à venir changer l'avaloir pour justement avoir un élément de filtration et avoir une stratégie dans la ville pour filtrer à des endroits importants, donc autour de poubelles, autour de bars, zones piétonnes, zones industrielles, parce qu'il y a des points qui émettent beaucoup plus de polluants que d'autres, et donc il y a vraiment une stratégie à avoir. Merci beaucoup, Romain Garcin. C'était passionnant et bon vent à Virtuoso. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. À très vite sur la chaîne des Audacieux et des Audacieuses. Salut.